C'est moi qui prends le micro juste vraiment 30 secondes pour vous accueillir. Donc dans la galerie Retour de voyage à la Maison sur la Sorgue. Merci d'être là et merci en tout cas d'avoir choisi ce lieu pour démarrer cette nouvelle saison. Donc quelques mots bien sûr de nos brillants présentateurs et puis juste après bien sûr vous êtes attendus pour vous désaltérer de l'autre côté. Voilà. Merci et bonne conférence. Alors, merci à Frédéric et Marie-Claude de nous accueillir ici, évidemment. Comme l'année dernière, ça nous a plutôt porté chance, donc on espère que ce sera pareil pour cette nouvelle édition. Je vais passer la parole à Marc Leclerc, qui est le président de l'association Lire sur la Sorgue. Et je vous prie de bien vouloir excuser Julie, qui est avec moi vice-présidente de cette association, et qui est en train de travailler pour le festival et de travailler pour nous, et elle vous présentera tout à l'heure toutes les actions qu'elle fait de médiation culturelle. Et elle est justement en ce moment au collège Jean Garcin avec ses canetons déchaînés, elle vous en dira plus tout à l'heure. Donc je passe la parole à Marc. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand moment pour nous, pour l'équipe. Donc encore une fois, merci Frédéric et Marie-Claude de bien vouloir nous accueillir dans ce cadre magnifique. Je voudrais remercier tout d'abord l'équipe. Moi, je suis très fier de l'équipe qui s'occupe du festival, donc la direction qui est là, et Julie va nous rejoindre, mais également tous les bénévoles. Et Mel qui est en face. Enfin, franchement, vous faites un travail formidable tout au long de l'année. Moi, je m'occupe plutôt que du bas de l'affiche, mais c'est un organisme vivant, le festival, aujourd'hui. On a de plus en plus de partenaires. Et puis ces partenaires-là sont également bien accompagnés par les partenaires locaux. Je parle de la mairie, je parle du département, je parle de la région. Donc il y a un engouement de plus en plus conséquent. Donc on en est très fiers et on vous remercie une nouvelle fois de tout ce que vous pouvez faire pour nous accompagner dans cette belle aventure. La santé culturelle, j'en ai parlé, je crois que si vous l'avez vu à la vidéo de l'anniversaire de la librairie. C'est une conviction qu'on porte tous ensemble et le festival aujourd'hui va rayonner très loin, au-delà du territoire du Vaucluse, puisque pas plus tard que mardi prochain, nous serons à l'Opéra de Paris pour parler de santé culturelle au sein des entreprises. Donc avoir cette conviction, la porter, et le moment qu'on passera ensemble entre le 8 et le 11 mai sera vraiment un moment important pour continuer à grandir. C'était vraiment un organisme vivant, ce festival, et on souhaite encore une fois partager de grands moments avec vous, avec les auteurs, avec les partenaires, avec toutes les parties prenantes de cet événement. Donc le soleil est là, donc c'est un bon signe par rapport à l'année dernière, donc on part sous de bons auspices, et je vais passer la parole à Maria pour parler de manière plus pointue de la programmation. Oui, alors comme vous l'avez vu, la programmation s'étoffe d'année en année. Je dirais pas à notre corps défendant, mais presque, c'est-à-dire que le petit festival grandit. On est sollicité aussi par des éditeurs qui nous disent « Oh, mais tu sais, ce livre, il est vraiment super, et puis si tu invites tel auteur, ça marcherait très bien avec tel autre, et ça pourrait faire des jolis duos, et ça pourrait... » Voilà, et donc il y a des propositions comme ça qui arrivent, et qui font que le festival grandit avec nous, mais pas que, avec des partenaires aussi. Et je me réjouis de voir dans la salle des anciens auteurs du festival, Didier Atlani, des auteurs de cette année, Gwen Strauss, et Paulina, par exemple, qui est là, Paulina Nourricier, qui nous a aidé beaucoup ces années précédentes et qui, cette année, fait partie de ces gens qui sont venus me voir en me disant « Ah, je pense que là, on tient une thématique vachement intéressante et on devrait faire une table ronde sur ça. » Et donc, voilà, Paulina animera une table ronde, par exemple, sur le thème « La guerre et après », avec Gwen, avec Aurélie Tramier et avec Claire Deya. Donc voilà, en fait, ce festival, c'est beaucoup de petites pierres qui se posent, qui se sèment et qui avancent comme ça, et c'est assez magnifique. Donc le festival démarrera le mercredi 8 mai à 16h45. On reparlera tout à l'heure de la médiation culturelle, et je salue aussi tous les partenaires qui sont là dans la salle aujourd'hui, avec lesquels on a travaillé toute l'année. Et c'est vrai que c'est pour nous important de valoriser aussi tous ces partenaires dans le cadre du festival. Hervé Michel, un autre auteur du festival de cette année. Et donc on démarrera l'ouverture du festival cette année se fera avec un petit
une petite participation des bénévoles, mais on ne vous en dit pas plus parce que pour la découvrir, il faudra que vous veniez. Mais voilà, les bénévoles sont en train de préparer quelque chose pour l'ouverture du festival avant la rencontre avec André Castelli. Et donc la soirée du mercredi soir est une soirée dans le cadre de l'île en scène organisée par la mairie de l'Île-sur-la-Sorgue. Et ensuite, on va avoir des conférences du jeudi au samedi soir. Je ne crois pas que je vais rentrer dans le détail de toute la programmation, ce serait un peu fastidieux. Vous avez le programme entre les mains, vous savez lire, donc ça devrait bien se passer. En revanche, ce que j'ai envie de faire, c'est d'attirer votre attention peut-être pour... Donc, vous avez vu dans ce programme la programmation officielle et la programmation qu'on a appelée alternative. Et dans cette programmation alternative, vous allez retrouver un certain nombre de choses qui sont des innovations, qui sont des choses qui nous plaisent et qu'on a envie de partager avec vous. Donc c'est le retour de la Fabrique Poétique. La Fabrique Poétique qui se tient au Grenier Numérique, qui est un lieu entièrement géré par des bénévoles du festival. Et donc dans le cadre de la Fabrique Poétique, il y aura tout le week-end des ateliers sans réservation. C'est-à-dire que vous pouvez venir, participer, écrire un haïku, faire un dessin, dessiner sur les pages d'un livre. Enfin, vous pouvez vous autoriser beaucoup de créativité et beaucoup de choses dans le cadre de cette Fabrique Poétique. L'année dernière, c'est un lieu qui avait vu passer plus de 500 personnes en 48 heures. Ça avait été vraiment un très très beau moment et on pense que ça va continuer comme ça cette année. Et sur la page Atelier et Expérience, qui est en page... Alors, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas les numéros. En page 14 et 15... vous retrouvez donc ce que j'appelle un peu les innovations de cette année. Et dans les innovations que je peux vous citer, donc on va retrouver évidemment, alors ça c'est quelque chose qui est pour le coup pas une nouveauté, toute la partie atelier, qui sont des choses qu'on avait déjà fait les années précédentes, donc atelier d'écriture, atelier pour enfants. En revanche, la nouveauté cette année, c'est que grâce à Mel, notre site s'est étoffé et a pris de l'ampleur, et donc maintenant on a la possibilité de réserver directement en ligne pour tous les ateliers, donc ça c'est super. Et donc il va y avoir aussi une partie, donc dans les nouveautés, il va y avoir notamment une soirée qui s'appelle Des livres et du vin, où on réunit un sommelier, une libraire et un auteur. Et en fait, on va faire des parallèles entre les livres et le vin, et notamment le livre de Gilles Marchand. Et donc le soldat désaccordé, et notre sommelier a trouvé un vin qui s'associe avec le livre de Gilles. Et donc on va parler livre et vin, et c'est une soirée qui est déjà bien remplie, donc je pense que c'est un thème qui a l'air de plaire aux festivaliers. On a aussi, en fait, grâce à une proposition et à une suggestion en fait, d'une maison d'hôtes, on a décidé de créer des petits déjeuners intimes avec des auteurs, des moments privilégiés et un déjeuner aussi. Donc il y a la possibilité pour les festivaliers, les lecteurs, d'aller rencontrer dans un cadre différent des auteurs, des éditeurs, voilà, différentes personnes. Donc il y a un déjeuner qui est prévu avec Magid Cherfi, un petit déjeuner prévu avec une éditrice, des choses comme ça. Et tout le long du week-end, il va y avoir aussi une exposition, parce que ce festival, je pense que depuis le début, c'est une histoire d'amitié. Et donc, ce qui est assez beau à voir, c'est que chaque année, les auteurs, il y a des auteurs qui reviennent. Il y a des auteurs qui reviennent, des fois, juste comme ça pour le plaisir. Par exemple, Lolita Séchant, qui était la marraine du festival l'année dernière, elle m'a appelée, elle m'a dit bah, « moi, ma fille veut revenir passer le week-end avec ta fille, donc en fait, je serai là et on va venir. » Et donc voilà, et c'est des connexions comme ça. Et donc l'année dernière, Catherine Meurice, qui était invitée, qui est marraine du festival cette année, a débarqué au festival, et c'était pas du tout prévu, avec 2 copines. Et dans les 2 copines, il y avait Hélène Honoré. Hélène Honoré, c'est la fille du dessinateur Honoré, qui a été assassiné en janvier 2015 dans les attentats de Charlie Hebdo. Et Hélène, quand elle est partie, elle m'a dit « Bon, Catherine est marraine de la prochaine édition, bah moi l'année prochaine, je t'amène une expo de mon père. » Et donc, elle nous amène une expo de son père. Alors, c'est pas une expo d'originaux, c'est des tirages tout à fait basiques, mais on va pouvoir mettre en valeur le travail de ce dessinateur autour de 2 thématiques, les rébus littéraires et les bestiaires. Et donc, il y aura dans ce cadre-là des ateliers en corrélation avec cette exposition, et l'exposition sera visible à la Maison des Aînés pendant tout le week-end. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a voulu créer autour de la programmation officielle. Et je sais qu'il y a dans la salle au moins 1 ou 2 personnes, je ne sais pas si la personne est repartie, enfin bref, il y a une deuxième personne, je crois qu'elle est repartie, du cinéma.
Donc, vous le savez, le cinéma arrive à l'Île-sur-Sorgue. Et non, les gens qui disent qu'il ne va pas ouvrir, bah si, en fait, il ouvre bien, puisque c'est même écrit dans le programme. Donc, la preuve. Hein, hein on est d'accord? Non, tous les travaux, c'était juste comme ça. Voilà. Il n'y a pas de pression là, sur la mairie. Non, mais parce que c'est vrai que pour l'anecdote, moi j'ai des gens qui me disent « Ah non, mais jamais tu pourras faire ta soirée au cinéma. » Et j'ai dit « Bah écoutez, on m'a dit oui, donc si on m'a dit oui, c'est que ça va se faire, ça va marcher. » Donc du coup, le vendredi soir, le 10 mai, on est très heureux parce que on a ce partenariat avec le cinéma, donc avec Ciné sur la Sorgue. Alors en plus, bon, Lire sur la Sorgue qui fait un partenariat avec Ciné sur la Sorgue, je dois dire qu'on est quand même plutôt content. Et en plus, je pense que ça va être une très belle soirée pour la diffusion d'un documentaire réalisé par Solène Chalbon-Fioretti. Solène Chalbon-Fioretti, c'est une grande reporter, une femme qui n'a pas froid aux yeux. Bonjour. J'ai vu qu'elle arrivait. Voilà, Julie. Pose-toi. Et donc Solène, elle est grand reporter, comme je disais, et elle est spécialiste des terrains de guerre. Donc elle est allée notamment en Afghanistan, et elle en a ramené un documentaire qui s'appelle Afghan, et qu'on va diffuser dans le cadre de la projection au cinéma. Et à la suite du documentaire, on présentera son livre, qui est aussi une histoire de femmes en Afghanistan, et notamment de réseaux qu'elle a découverts en fait, en Afghanistan, de femmes qui pratique des avortements clandestins pour sauver la vie d'autres femmes. Donc elle est voilà, très engagée sur ces terrains-là. Hier soir, elle était sur la 5 où elle parlait de l'Iran, du Liban. Et donc voilà, elle est vraiment spécialiste de cette zone du monde et je pense que ça va être un échange passionnant. Et donc pour la partie technique, les réservations se feront directement sur le site du cinéma. A priori, d'ici une grosse semaine, ce sera possible de s'inscrire et de réserver une place pour cette soirée-là. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire concernant la programmation. Si ce que je peux quand même préciser, notamment pour la presse, si vous voulez le mentionner, c'est qu'en dehors des ateliers et expériences, tout le reste est quelque chose toutes les autres rencontres seront sans réservation. Voilà, dans la limite des places disponibles, comme on a l'habitude de dire. Donc si vous êtes très intéressé par un auteur, venez avec un peu d'avance. Et sinon, ça va bien se passer. Et on vous attend donc du 8 au 11. Et je vais passer la parole à Julie qui nous a rejoint. Et Julie qui s'occupe notamment de la médiation culturelle. Et elle va vous raconter ce qu'on a fait cette année à ce sujet. Alors, bonjour à tous. Alors, j'imagine que Maria, Humbert et Marc vous ont déjà dit que le festival Lire sur la Sorgue était à la fois 3 jours de rencontres avec des auteurs, mais aussi un travail à l'année avec différents publics. Et c'est de ce dont je m'occupe pour le festival. Et je voulais vous raconter un peu ce qui s'est passé cette année. Alors, on a... D'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'étais en retard aujourd'hui. J'étais au collège Jean Garcin parce qu'on a une partie des canetons déchaînés qui sont les jeunes journalistes du collège Jean Bouin, un petit groupe que j'anime une fois par mois, qui interviewait la secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Miralles. Et donc je les ai accompagnés ce matin et ils ont été super. Donc notre premier travail, notre première mission déjà c'est d'animer ce groupe de journalistes, les canetons déchaînés. Ils sont 11, de la 6e à la 3e. Et donc on écrit ensemble les articles liés à l'actualité du collège, mais ils sont aussi formés à la prise de parole en public. Ils vont être les reporters officiels du festival et ils vont co-animer la rencontre avec Delphine Orviller et interviewer un certain nombre d'auteurs. Donc ils ont chacun des missions en binôme ou à 3. La deuxième mission était de créer, après l'année dernière et ce spectacle fabuleux qui a été créé par Marc-Alexandre Bambé
qui avait déclamé un certain nombre de ses poèmes accompagnés par une jeune femme qui fait du chant-cygne, on a tous décidé de créer tous les ans un spectacle pour lire sur la Sorgue. Et donc on a demandé à Gilles Marchand, qui est un auteur qu'on aime beaucoup, qui est un ami du festival, d'écrire un texte pour le festival. Et donc il a... Pardon, je reprends mon souffle. Tu as un verre d'eau si tu veux sur le côté. Ah bah je veux bien, voilà. Donc il a écrit ce texte-là. Et ensuite, il est venu animer un certain nombre d'ateliers d'écriture dans différentes structures de la ville avec lesquelles nous travaillons. Donc il a animé, je crois, 8 heures d'ateliers d'écriture avec 2 classes de 3e du collège Jean Bouin, avec une classe de seconde du lycée Benoît, avec les résidents du foyer d'accueil médicalisé pour traumatisés crâniens, avec des personnes âgées du Clos des Lavandes et avec des jeunes de la mission locale. Il a collecté tout un tas de petits textes, de petites phrases qu'il a ensuite insérées dans son spectacle. Et des représentants de toutes ces structures seront avec lui sur scène, avec son musicien Emmanuel Gross le jour du spectacle, donc le samedi 11 mai à 19h. Et des représentants vont venir sur scène avec lui. Et je pense que ça va être un moment extrêmement émouvant. Donc, ça y est, je suis perdue. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Qu'est-ce que tu as dit Mission locale. Oui, alors tout notre travail avec la mission locale, on a un groupe fabuleux de jeunes, ils sont 10 ou 11 avec Maria, on les voit une fois par mois. Et ensemble, on écrit en musique, on partage. Et ce sont vraiment des moments de liberté, où ils prennent confiance en eux, où ils sont écoutés, et ça leur fait du bien, à nous aussi d'ailleurs. Ce sont toujours des moments très énergivores et énergisants à la fois. On était censé les voir qu'une fois au départ. Et en fait, à la fin de la première session, ils nous ont dit mais là, on ne vous revoit pas avant l'atelier avec Gilles Marchand, et c'était 3 mois plus tard ou 2 mois plus tard. Et on s'est regardé, on a dit bah ok. Donc voilà. Et en fait, on y allait tous les mois. Et là, le dilemme, c'est qu'en mai, ça s'arrête. Et en fait, ils sont en train de nous dire mais on veut continuer. On veut continuer à vous voir. Voilà. On a plein de projets encore pour l'année prochaine. Le problème, c'est que pour l'instant, on est une petite équipe, donc on a besoin de soutien, on a besoin de gens qui viennent travailler avec nous pour continuer à apporter le livre, la lecture, la puissance de l'écriture dans des lieux qui en sont éloignés. Et parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas se démultiplier. Donc l'année prochaine, on a déjà lancé des projets avec le foyer d'accueil médicalisé, avec la maison d'arrêt pour femmes de Corba. On y était déjà allé l'année dernière. Donc on a un nouveau projet qui va se dérouler pour le festival 2025. Et notre but, c'est vraiment d'aller partout où, pour diverses raisons, le livre ne rentre pas ou rentre difficilement. Et nous, on essaie d'y aller et de le faire aimer et de le faire vivre de différentes manières, en essayant d'utiliser parfois des moyens détournés. Je pense que c'est vraiment une vraie mission qui nous prend beaucoup de temps et qui en même temps nous anime toute l'année. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Clos des Lavandes. Le Clos des Lavandes, c'est fait. Et l'IME, bon, j'ai Ah oui, le oublié. revenu numérique en début de semaine, on a oublié. Et ça, j'ai complètement oublié. Oh là là. Alors, l'IME, l'Institut médico-éducatif. Alors, cette année, on a fait venir une jeune femme qui s'appelle Ambre Godet, qui est podcasteuse. Podcasteuse animalière, et elle est venue 5 ou 6 fois à l'IME pour enregistrer avec les adolescents, les enfants et les adolescents, 2 podcasts sur la préservation de la nature au sein du parc de l'IME. Donc voilà, elle est venue 5 ou 6 fois avec son preneur de son.
Les enfants ont animé ces émissions. Il y avait un présentateur, des chroniqueurs. Ils ont joué le jeu à fond. Ils ont passé des moments absolument formidables. Il n'y a qu'à écouter leur voix en écoutant ces podcasts. On sent le sourire et le bonheur qu'ils ont à être là. Rien que le fait de découvrir le studio de radio, ça a été pour eux un moment génial. Donc on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire l'année prochaine. Et pour mettre en lumière ce qui a été fait cette année, on accueille donc tous les enfants qui ont participé à ces podcasts et probablement d'autres. Mardi 7 mai à 14h au grenier numérique. On fera pour eux une petite cérémonie d'ouverture. On écoutera les podcasts. Et ils participeront ensuite à un atelier modelage dont tu as peut-être déjà parlé, animé par une de nos bénévoles. Donc je vous invite à venir parce que je crois qu'ils ont besoin d'être considérés, ils le méritent. Donc venez nombreux le mardi 7 mai à 14h au grenier numérique. Et je crois aussi que j'ai oublié de dire quelque chose. Dans le grenier numérique, en fait, le lundi, à partir du lundi après-midi et toute la journée du mardi, il y aura aussi des représentants de l'école René Char, avec laquelle on a travaillé, qui est une école très engagée sur la thématique du développement durable, qui fait beaucoup de choses dans l'école à ce niveau-là. Et en fait, ils ont fait venir une des illustratrices du festival, qui a fait des ateliers avec les enfants. Ça donne lieu à des dessins qui seront exposés au grenier numérique pendant toute la durée du festival, et notamment en début de semaine où les écoles sont encore ouvertes. Et du coup, ils peuvent aussi participer à ce moment-là. Je crois que je passe la parole à Humbert maintenant. Merci, bonjour à tous. Alors j'ai juré à Maria de faire 5 minutes. Donc, on va voir. Et on m'a placé à la fin, comme ça, quand vous en avez marre que je parle, vous allez boire un verre, etc. Puis ce soir, Frédéric me mettra dehors, et quand je continuerai à parler, voilà. Bon, plaisanterie mise à part, vous le voyez, on grandit. C'est pas toujours simple à gérer, on a besoin de se structurer, de se professionnaliser, mais aussi on veut rester vraiment connecté avec tous les acteurs locaux, sans lesquels on ne pourrait rien faire. Et c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à piloter. Notre rêve d'ici 12 ou 24 mois, ce serait de pouvoir avoir un équipier, un salarié à mi-temps, une sorte de couteau suisse qui pourrait nous décharger de plein de choses. Je vous garantis que ces temps-ci, je pense que le cerveau de Maria produit plus d'énergie que le parc photovoltaïque des Calottes. Vraiment. Et j'envisage même, pour augmenter notre budget, de proposer à Enedis de connecter son cerveau au réseau électrique. Et on pourra facturer beaucoup de kilowatts. Bon, il fallait bien que je place une petite blague. Mais ce besoin de se développer encore, on a déjà énormément de bénévoles. Cette année, on a à peu près 55 bénévoles qui nous accompagnent, qui ont tous des talents formidables en communication, en vidéo, en organisation, logistique, et j'oublie 1000 choses. On va bientôt former une spécialiste peut-être à la fontaine à chocolat même. On en est à ce niveau de détail. Mais néanmoins, encore hier, pour citer un exemple très concret, on a passé 3 heures avec Maria et Julie à balayer tous les postes budgétaires de tout l'aspect restauration du festival. C'est bien, c'est important, il faut maîtriser les coûts, mais si on pouvait être aidé sur tous ces aspects-là, ce serait bien. Donc, qui dit se développer, se structurer, dit des moyens nouveaux. Alors, un petit focus sur le budget. Vous savez qu'on a une originalité. On a une association et un fonds de dotation qui gèrent les ressources du festival. L'association, bien évidemment, elle perçoit le soutien des collectivités territoriales, de la partie publique. Pour ce qui nous concerne, c'est la mairie, bien évidemment, qui nous subventionne, au-delà de toute l'aide matérielle qu'elle nous apporte matin, midi et soir. Et Dieu sait que sans leur soutien, on ne pourrait pas faire grand-chose. Le département et la région. Mais on a encore besoin de se développer. Et vous le voyez sur toutes nos affiches, grâce au fonds de dotation, on a des partenaires privés, des mécènes privés, qui représentent à peu près aujourd'hui encore 70% du budget du festival. C'est 70-30 à peu près entre le privé et le public, qui est une grande originalité de notre projet. Puisqu'on en est aux partenaires, il faut vraiment qu'on remercie la mairie, l'Office du tourisme, l'île sur la Sorgue Tourisme et Campredon,
Harry Image, sa directrice est là, parce qu'on arrive, on débarque, on fait tout de travers, il faut reprendre des choses, etc. Et ils nous soutiennent beaucoup. Et surtout, ils nous aident à grandir. Je pense par exemple aux échanges qu'on a pu avoir avec l'Office du tourisme sur ce que représente la vie d'un territoire, la vie d'une destination, comme les professionnels le disent. Et c'est vrai que ça nous aide à réfléchir et à nous projeter dans l'avenir. Et c'est des enjeux où on a besoin de partenaires comme ça pour grandir. Au niveau des partenaires privés et des ressources, on accueille cette année 3 nouveaux partenaires. Allianz, qui est l'un des plus grands assureurs au monde. Donc on est toujours dans cet écosystème de santé culturelle à laquelle Marc est très attaché. Il est intarissable et il va encore convaincre tous les dirigeants des OTI à l'Opéra Garnier la semaine prochaine à Paris. Et il a même prévu de projeter l'affiche de l'île sur la Sorgue à l'Opéra Garnier. Et j'y serai en tant que président du festival, pas en tant que patron d'une boîte de conseil sur le sujet. Voilà, donc on est vraiment dans cette logique de répandre et de faire rayonner tout ce que fait le festival. Et Dieu sait qu'en matière de médiation culturelle, Julie vous a fait une sacrée palette. Donc on accueille Allianz, très grande compagnie d'assurance. On accueille le domaine de Léos, on en est très fiers, qui va nous aider cette année en gratifiant un petit peu les auteurs de petits produits cosmétiques, etc. Et puis avec lesquels on fera plein de choses aussi dans l'avenir, au fur et à mesure de l'avancée de certains travaux, de certaines choses. On a encore plein de projets, plein de partenariats qui sont en cours. À 7h ce matin encore, je faisais un mail au directeur général d'une grande société d'assurance qui va sûrement nous rejoindre. C'est la Mutuelle Générale, la CNT. Ah, voilà. On fait des connexions avec la Poste. Voilà, la Poste, la banque privée de la Poste, on a des projets aussi. On a des projets aussi avec Monoprix, on peut le dire. Monoprix va nous soutenir et les 300 magasins Monoprix de France vont annoncer le festival. Et Maria aussi, elle le sait à peine, mais elle aura le plaisir, le bonheur et l'avantage d'animer une rencontre littéraire au Monoprix d'Avignon, puisque ça fait partie de notre déclinaison de ça. Elle est ravie, et tout va bien, etc. Mais elle va faire aussi une rencontre littéraire chez Logisorg, un entrepôt logistique de 18 000 m² qui appartient au groupe Raja. Et voilà. Mardi, Raja sera dans l'Assemblée. D'accord. Une troisième dimension, alors on dit toujours qu'on a la partie publique et la partie privée. Toutes nos actions aussi nous conduisent, et ça a été un gros travail cette année, qu'ont mené principalement Maria et Julie, d'actionner l'économie, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et là, la démarche est un petit peu différente. Sur le plan contractuel, c'est intéressant puisqu'on s'adresse souvent à des fondations d'entreprises. C'est des dossiers différents, c'est des démarches contractuelles différentes. Il faut expliquer tout ce qu'on fait. Et j'ouvre une parenthèse d'une seconde, ça donne tout son sens à la création de l'association Caisse à outils et support Lire sur la Sorgue il y a 18 mois. Si nous étions restés dans une organisation conventionnelle, on serait dans une sacrée galère pour nous développer aujourd'hui. Vraiment. Et donc on ne va plus parler sur 2 grandes ressources, mais sur 3 grandes ressources. L'aide des collectivités territoriales, nos mécènes privés, et toute la médiation culturelle et la responsabilité sociale des entreprises avec des fondations. Et là encore, on peut en citer quelques-unes. Il y a la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, il y a la Fondation France Télévisions, il y a la Fondation Hachette. Et la Poste. Et la Fondation La Poste également. Donc vous voyez que chaque fois, c'est du sacré travail, du sacré boulot. Et pour ça également, on travaille en collaboration avec Aprova 84, qui est une grosse structure du Vaucluse, qui aide le monde associatif à se structurer et à organiser ses projections financières, où je vais faire des stages, des réunions, des rencontres là-bas pour être chaque jour un petit peu plus professionnel. Voilà. N'oubliez pas non plus que le fonds de dotation est habilité à faire appel à la générosité publique, d'accord, que tout le monde peut nous donner un petit peu de sous, il recevra son reçu fiscal pour économiser. Si on nous donne 200 €, ça vous coûte 68 €, simplement. Il y a 66% d'économiser. Et ma foi, voilà. Donc au total, on a beaucoup de travail. Il faut encore qu'on se développe, qu'on se structure, qu'on s'organise. Et surtout, on a besoin de tout le monde. Tout seul, sans toutes les chambres d'hôtes qui hébergent les auteurs, que ferait-on? Sans les restaurateurs, que ferait-on? Sans Camprodon, et Dieu sait qu'on les enquiquine en débarquant, on ferait rien. La mairie également. Moi, je vois toujours Jean Col qui nous voit arriver et dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont encore me demander, etc. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé ?» On a inventé, on a oublié de parler, on aura un arbre. Comme on veut s'enraciner,
les services de l'environnement de la mairie nous a gratifié d'un arbre qui sera l'arbre de Lyre sur la Sorgue, où tous les ans, on mentionnera la date du festival et le nom du parrain ou de la marraine. Voilà. Donc vraiment, on a besoin de tous pour grandir, pour se structurer, et tous ensemble, je termine par une petite citation de Victor Hugo, « Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue ». Donc on y est, mais il faut qu'on travaille. Voilà, merci à tous. Et j'ai mis 6 ou 7 minutes. 12 12 minutes, mais c'est bien. Oui, Je voudrais connaître le budget de Lire sur la Oui, Sorgue. alors au total, c'est environ... Au total, cette année 2024, ça va être de l'ordre de 75 000 euros. Avec 22 000 euros partie publique et le reste, plus de 50 000 avec nos mécènes privés. D'accord. Et en chiffres, si vous deviez évoquer toute la manifestation en chiffres, c'est combien de personnes qui viennent, c'est combien de spectateurs, ça apporte combien d'argent sur la Sorgue? Alors, très bonne question. Merci, parce que j'avais prévu d'en parler et j'ai oublié, évidemment. Plusieurs aspects. Si on valorise, et Aprova 84 a des outils pour ça, si on valorise toute l'aide immatérielle, enfin qui n'est pas chiffrée, par exemple l'aide de la mairie, la mise à disposition de Campredon, la réalisation de certaines affiches, et tant d'autres choses, et surtout les heures de bénévolat, notre budget, on peut quasiment le doubler. Premier élément. Deuxième élément, cette année, on va commencer à essayer de documenter et de mesurer l'impact économique, les retombées économiques. Et c'est la raison pour laquelle on administrera un tout petit sondage. Je te donnerai, Mireille, le conducteur du sondage, pour mieux connaître nos festivaliers. L'année dernière, on en a reçu plus de 3500. Cette année, on verra bien. On espère que ce sera 4500 ou 5000. On espère un jour aussi avoir un partenariat très novateur avec Orange Business Service, qui mesurera de façon ultra moderne la fréquentation très précise des lieux. Mais cette année, avec les Jeux Olympiques, ils sont pas sûrs de pouvoir nous aider, mais grâce à Marc et à un administrateur de groupe Orange, on pourrait peut-être bénéficier de ce dispositif qui s'appelle Flux Vision, où là, ça mesure à l'unité près, au festivalier près, la fréquentation. Mais déjà, plus modestement cette année, on va administrer un questionnaire où on verra d'où proviennent les gens, leur âge, et puis surtout, s'ils ont envie... Il y a 2 questions que j'ai mentionnées simplement. S'ils ont prévu d'aller au restaurant pendant le festival, et s'ils ont envie d'effectuer ce que j'ai baptisé simplement un achat plaisir dans une boutique de L'Île sur la Sorgue. Et ça, déjà, ça nous permettra de nous projeter. Et à ce sujet, vous savez que c'est l'une de mes marottes. Ça y est, c'est pas moi qui ai remis 1 euro dans le jukebox. Hein, c'est l'écho du mardi. 1 euro investi dans la culture, c'est ce qui rapporte le plus. À minima, la fourchette est un peu large, mais à minima, les retombées, c'est de 3 à 6. D'accord ? Nous, en étant très modestes et très empiriques, on est sûr d'être pas loin de 3 déjà, mais on aimerait le qualifier plus précisément. Voilà. Et est-ce que pendant la manifestation, il y a beaucoup de livres vendus? Parce qu'on sait que le problème de la problématique du livre, c'est justement la distribution. Alors, est-ce que c'est aussi le moyen de plus distribuer d'ouvrages différents? Alors, je dirais qu'on est atypique par rapport à ça. C'est qu'on n'est pas un salon du livre, on est un festival. Et on revendique ce statut de festival qui perturbe beaucoup les auteurs, parfois les éditeurs, enfin pas toujours, mais parfois. C'est-à-dire qu'un auteur qui est invité à un salon, il est habitué à faire une intervention, une prise de parole quand il est connu. S'il ne l'est pas, il ne parlera pas. C'est-à-dire que moi, sur mon affiche, il y en aurait à peu près la moitié qui parlerait, la moitié qui ne parlerait pas. Et en fait, s'il est connu, il va parler entre 15 minutes selon les salons et 45 minutes dans le meilleur des cas. Et ensuite, il va passer 2 jours derrière sa table de livres à signer des livres. Et donc à en vendre un peu, ou beaucoup selon qui il est. Nous, chez nous, ce qu'on revendique, c'est l'auteur. Tous les auteurs ont le même temps d'exposition. Donc une rencontre qui dure à peu près 1 heure, animée par un modérateur. Il y a des auteurs qui interviennent seuls, en duo ou en trio. Tous les auteurs sont rémunérés. On ne l'a pas dit, mais c'est quand même important de le rappeler. Absolument. Voilà, en dehors des bénévoles, en fait, tout le monde est payé, sauf nous. Et donc, les auteurs dédicacent à la fin de la rencontre. Mais c'est-à-dire qu'il y a certains auteurs, et on le sait, et ça va être perturbant pour eux, ils vont arriver le jeudi, ils vont repartir le dimanche, ils vont parler une fois,
Et en fait, ils vont signer le temps de ce moment-là. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de partager un moment avec nous, d'être entre eux, entre auteurs, d'avoir des moments agréables dans des chambres d'hôtes super belles, de prendre le temps d'échanger, de créer des connexions entre eux, parce qu'on le voit aussi quand même que le festival, d'année en année, a amené des connexions entre les auteurs, des projets, des choses qui voient le jour. Mais donc, voilà, on fait ce choix-là. Donc oui, évidemment, on vend des livres, mais on vend beaucoup moins de livres que dans un salon, ça c'est évident. Donc les auteurs qui viennent chez nous, ils ne viennent pas pour vendre des livres, quoi. Ça c'est sûr. Le système est vraiment inversé par rapport à la foire au livre de Brive, où c'est le public qui va vers l'auteur derrière son desk, alors que nous, on veut vraiment aller vers le public. Donc c'est ça vraiment l'idée majeure de la configuration du festival. Il y a d'autres festivals, y compris dans la région, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez un desk et quelques conférences comme il Maria, mais finalement, si l'auteur est derrière, il est plutôt là pour signer quelques livres. Ça dépend de l'auteur, comme le rappelait Maria également. Nous, c'est vraiment le contraire. C'est la conférence et on donne la parole aux personnes qui sont présentes dans la salle. Vous savez, pour ceux qui ont déjà assisté au festival, c'est très important. C'est une des pierres angulaires du festival. L'autre pierre, puis après j'arrête de poser les questions. L'autre pierre, c'était surtout de faire en sorte, comme vous le disiez, Maria, que les publics qui sont très éloignés de l'emploi, pas de l'emploi, de la lecture, puissent justement faire ce pas-là. Et là, à ce niveau-là, vous avez quantifié, vous avez regardé ce qui se passait? Alors, quantifier, c'est difficile, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des collégiens et des lycéens qui ont participé aux ateliers d'écriture dans l'année qui seront là, puisqu'en fait, on les met acteurs du festival. Et donc, en les impliquant, ils ne sont pas juste spectateurs, c'est pas juste on leur dit vous pouvez venir voir telle conférence à tel moment, on leur dit tu participes à telle conférence. Donc, en fait, quelque part, c'est pas qu'on les oblige, mais... C'est difficile de quantifier, mais dans la mesure où, par exemple, les collégiens sont impliqués dans les interviews de certains auteurs ou de la co-animation. Ils vont devoir, les cantons déchaînés vont devoir écrire des articles pour le site de leur collège. Forcément, leurs familles vont venir les écouter, vont venir les voir faire, les soutenir. Alors c'est difficile de quantifier ça. On ne peut simplement voir que ça fonctionne. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la mission locale, c'est vrai que c'est un peu nos chouchous, toi tu as tes cantons, moi j'ai la mission locale, mais voilà, ça a été vraiment une vraie rencontre avec ce groupe, et ils ne sont pas très nombreux, ils sont entre 8 et 10, mais on se dit que si avec ces 8 et 10 là, on a réussi ça, on a réussi beaucoup, quoi. On a vraiment réussi notre année. Moi je considère que vraiment on a fait ce chemin-là avec eux. Et entre la première séance et la dernière séance qui va avoir lieu cet après-midi, parce que cet après-midi, ils rencontrent une des auteurs du festival, Marion Brunet, qui va d'ailleurs nous rejoindre probablement pour l'apéritif, parce qu'elle était au collège avec des élèves du collège ce matin. On a vu 2 classes de 5e. Et cet après-midi, elle voit les jeunes de la mission locale. Et donc ça veut dire que tout ça, c'est en fait des boucles qui s'enchaînent. Et en fait, pour l'anecdote, la semaine dernière, je les ai vus. Julie était sur un autre événement, voilà, bon bref. Et en fait, j'avais la lourde tâche de leur dire qu'il n'y en avait que 2 d'entre eux qui allaient participer au spectacle final. Et en fait, c'était horrible parce qu'ils étaient hyper déçus. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, non mais de toute façon, elle a dit qu'elle ne voulait pas monter sur scène, lui, il a dit qu'il s'en fichait, machin. Et en fait, quand j'ai dit les 2, mais j'avais l'impression d'être un monstre. Et donc, en fait, le soir même, on a écrit à la directrice de la mission locale en disant, bon alors on annule tout, on recommence, en fait, on les prend tous, parce qu'en fait, c'est pas possible, on peut pas leur faire ça. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas quantifiable, mais en tout cas, ils ont envie, quoi. Et juste une petite anecdote encore, dans ce groupe des cantons déchaînés, donc encore une fois, de la 6e à la 3e, j'ai vu arriver une toute jeune fille qui était toute timide en début d'année. Elle parlait pas beaucoup, elle écrivait pas beaucoup. Et puis on est parti à Paris au mois de mars parce qu'on avait le projet et c'était validé, sauf que ça ne s'est pas fait parce que Ginette Kolinka était trop fatiguée pour nous recevoir, donc on a fait autre chose. Mais je l'ai vue, cette petite, rire, se déployer physiquement. Elle se tenait plus droite et elle écrit bien.
Alors, rien qu'en le disant, ça me fait, ça me fait dresser les poils sur le bras. Parce que c'est ça qu'on cherche à faire, en fait. Alors, c'est peut-être 1 plus 1 plus 1, mais n'empêche que ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai un autre petit éclairage. Quand Marc disait qu'on essaie d'inverser les choses et de vraiment proposer aux auteurs une immersion et le plaisir d'être ensemble quelques jours, on en a une illustration très concrète ici qui remonte au festival de 2022 où René Frény était là, il résidait ici. Il voit des photos de Hans Sylvester qui était là également. Il lui dit « mais ça, ce ne serait pas un Manosque, etc. » Et il en est né un livre qui est ici, que Frédéric pourra nous montrer, et qui est le fruit de leur rencontre ici, là, sur la terrasse, là derrière, et qui est consacré, si je ne me trompe, au Russard sur le toit. D'accord, voilà. Entendu. Un autre petit éclairage, mais qui est quand même intéressant, mais vraiment en 1 minute, qui résume beaucoup de choses. Si on quantifie ce que coûte un auteur, il nous rapporte bien plus encore, bien entendu, en plaisir de le recevoir, mais si on additionne les frais de déplacement, l'hébergement, la restauration, sa rémunération et les cotisations sociales que l'on se fait un devoir de payer sur ses droits d'auteur, on est à peu près à 1 000 euros, à 1000, quelque chose euros. Donc vous multipliez par le nombre d'auteurs, vous rajoutez la logistique, la communication, etc. Et on est au budget que j'évoquais tout à l'heure. Et dernière chose, quand je disais qu'on a bien progressé, énormément progressé en communication grâce au soutien de Mélanie, on essaye aussi de progresser en relations presse, bien évidemment. C'est pas facile, c'est un long chemin, mais on est un petit peu aidé. Et à ce sujet, notez sur vos agendas, ça y est, ah ben voilà. C'est la fête aujourd'hui. C'est la Saint-Maria, tous les jours. Le samedi 4 mai au matin, sur RTL, s'il vous plaît, l'émission Les Livres ont la parole de Bernard Lehu. Bernard Lehu aura interviewé Maria sur Lire sur la Sorgue. Donc c'est une retombée d'action qu'on essaye de mener auprès de la presse nationale. Et petit à petit, ça va, on a eu un article aussi dans Livre Hebdo. Et ma foi, voilà. Bon, promis, juré, j'ai terminé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on va boire un coup? On va boire un coup. Allez. Des questions, on boit un coup. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est la photo avec vous, donc peut-être aussi un responsable.